Ok, mes petits boucliers de viande. En cette période de fête, il est temps de sortir les cassettes VHS et le vieux magnétoscope, de prendre nos snacks préférés et de se réunir pour regarder de bons vieux films d'horreur. Et quoi de mieux pour commencer que 5 histoires absolument incroyables, chacune avec ses propres twists de science-fiction. Je parle par exemple d'une équipe de policiers qui combat une cigogne dévoreuse de cerveau, d'un groupe de parachutistes qui s'écrase accidentellement sur un ovni, et d'une folle qui transforme les gens en chiens. Il y en a pour tous les goûts ici. Je suis donc là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre chaque créature dans VHS Beyond. L'histoire commence dans le style narratif classique de la franchise, et cette fois-ci, tout est lié par un documentaire sur 2 cassettes étranges qui contiendraient des images d'une rencontre avec des extraterrestres. Ouais, c'est ça. Mais le documentaire passe tout à coup à la première de nos 5 histoires, et nous nous retrouvons dans la peau d'une jeune recrue qui s'apprête à vivre la nuit la plus folle de sa vie. L'histoire passe à la perspective de l'officier Segura, qui commence tout juste son premier service dans une unité spéciale connue sous le nom de WARDEN ou Warden. Ils enquêtent depuis plusieurs mois sur la disparition de 17 bébés, mais ils ont maintenant enfin réussi à retrouver un suspect. Après un rapide briefing, ils prennent tous leurs armes et montent dans le van, où Segura apprend que son collègue E.T. est en fait le père d'un des enfants disparus. Ils arrivent bientôt à la maison abandonnée. C'est alors qu'ils aperçoivent une silhouette ressemblant à un zombie qui se promène avec une tronçonneuse. Ils regardent droit vers le van avant de rentrer à l'intérieur. L'endroit semble désert, mais E.T. devient nerveux et décide de se précipiter à l'intérieur avant que les autres ne soient prêts. Et frustré, il frappe un tas de bouteilles suspendues au plafond. Mais c'est là que tout bascule. Une femme mutante dévale les escaliers, et ils parviennent à la neutraliser avec une pluie de balles. Mais à l'étage, ils peuvent entendre d'autres créatures qui marchent à grands pas. Et ce n'est qu'une question de temps avant que le groupe ne soit encerclé. Ok, c'est ce qu'on appelle une première nuit difficile au travail. Ces gars sont tombés droit dans un piège tendu par une sorte de zombie extraterrestre. Et maintenant, leur seule option semble être de se battre pour en sortir. Mais avant tout, il faut dire que mon pote E.T. n'aurait jamais dû participer à ce raid. Son gamin faisant partie des enfants disparus, il est dans un état émotionnel précaire. Et la plupart des forces de l'ordre dans le monde réel l'auraient immédiatement écarté de l'affaire parce qu'il est personnellement concerné. Maintenant, quand ils sont arrivés à la maison, le comportement du travailleur du bâtiment était comme un énorme signal d'alarme parce que sa réaction calme en les voyant arriver n'était pas juste bizarre, mais plutôt une manière de les appâter. On dirait qu'il essayait délibérément de les attirer à l'intérieur pour qu'ils se battent sur le territoire des zombies. Donc la dernière chose à faire, c'était de se précipiter là-dedans alors qu'ils vous attendaient déjà. Au lieu de ça, leur première démarche aurait dû être de balayer et de boucler tout le périmètre, tout en laissant quelqu'un avec un fusil à lunettes pour surveiller les alentours à distance. Ouais, ils auraient dû vérifier toutes les issues possibles du bâtiment et jeter un coup d'œil par les fenêtres pour voir s'il y avait des signes d'activité, afin d'avoir au moins une meilleure idée de ce à quoi ils avaient affaire. Ils auraient ensuite pu entrer par une porte latérale ou arrière et utiliser les grenades assourdissantes pour étourdir les créatures avant qu'ils ne pénètrent dans la maison, ce qui leur aurait donné une chance d'en abattre quelques-unes avant que celles-ci ne ripostent. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que contrairement aux zombies traditionnels, il semble que les Brooders puissent être arrêtés en leur infligeant suffisamment de dégâts corporels. Il n'est donc pas nécessaire de viser la tête, du moins pas encore. Mais comme d'autres créatures pourraient apparaître à tout moment, ils doivent s'assurer que quelqu'un couvre toutes les entrées potentielles de la pièce en transformant les couloirs en un entonnoir mortel et en travaillant ensemble pour éliminer ces monstres à mesure qu'ils se précipitent à l'intérieur. La meilleure stratégie consiste à tenir bon jusqu'à ce que la première vague soit passée, puis à commencer à fouiller la maison de manière organisée en nettoyant chaque pièce l'une après l'autre. Mais ils devront s'assurer que quelqu'un surveille leurs arrières et avoir un plan d'évacuation sous la main, au cas où ils seraient tout à coup submergés. En quelques secondes, d'autres créatures commencent à affluer, tandis que les policiers luttent pour les repousser. À vrai dire, ils parviennent à neutraliser la première vague sans trop de difficultés. Puis, ils commencent à fouiller chaque pièce pour éliminer tous les mutants qu'ils trouvent. Mais alors qu'ils tentent de rattraper les autres, Segura est isolé des autres quand le zombie armé d'une tronçonneuse émerge de l'ombre et se met à le poursuivre à travers la maison. Il se réfugie à l'étage et parvient à se cacher jusqu'à ce que la créature disparaisse. Mais lorsqu'il veut rejoindre les autres, la créature réapparaît tout à coup et commence à les attaquer. Sauf que cette fois-ci, ils s'unissent pour la neutraliser. Quand les agents examinent les corps de plus près, ils se rendent compte qu'ils ont tous le même bandage sur le front. C'est alors qu'ils entendent un bébé pleurer à l'étage, et E.T. se précipite immédiatement vers le bruit avant que les autres ne puissent l'arrêter. Ils le suivent et arrivent dans une pièce où se trouve une drôle de météorite qui a traversé le plafond, et qui semble être à l'origine de tout ce qui se passe ici. Ils sont interrompus quand un autre zombie entre dans la pièce en se traînant, mais ils parviennent à le neutraliser en lui tirant dans les rotules. Et quand ils retirent le bandage de son front, ils se rendent compte que son cerveau a complètement disparu. C'est alors qu'ils entendent E.T. appeler à l'aide depuis l'étage supérieur, mais ils doivent d'abord retourner chercher la tronçonneuse pour pouvoir se frayer un chemin.
2 des agents redescendent pour la chercher. Mais c'est alors que les zombies commencent à se relever, les obligeant à utiliser la tronçonneuse pour éliminer les créatures. Arrivés à l'étage supérieur, ils débouchent dans un couloir où ils croisent une créature pâle terrifiante qui berce un des bébés dans ses bras. Après l'avoir laissé passer, ils trouvent un autre escalier menant au grenier et sont convaincus que ce qui se trouve là-haut doit être la source du problème. Quand ils y parviennent enfin, les agents entendent un bruit étrange provenant de l'obscurité. Et quand ils s'approchent, ils sont horrifiés de voir un extraterrestre géant ressemblant à une cigogne en train de drainer le cerveau d'E.T. directement hors de son crâne. Évidemment, ils commencent immédiatement à tirer, mais Segura est attaqué par un E.T. devenu zombie, et il finit par être poignardé par la cigogne dans le chaos. Les autres réussissent à abattre la créature et aident Segura à se relever. Mais avant de partir, il revient et piétine la tête de la cigogne pour finir le boulot. Ok, on dirait que la première nuit de Segura au travail a failli être sa dernière. Maintenant, honnêtement, ils ont de la chance qu'E.T. ait été le seul à passer l'arme à gauche, et c'est exactement la raison pour laquelle il n'aurait jamais dû être affecté à cette mission. Non mais je vous jure, vous savez, dans la réalité, dans les équipes tactiques, si un agent n'est pas capable de suivre le plan, il est immédiatement retiré du terrain et affecté à un rôle de soutien jusqu'à la fin de la mission. Donc, dès qu'E.T. a enfreint la chaîne de commandement, ils auraient dû le ramener au van et le charger de surveiller leurs arrières. Il est important de se rappeler aussi que ces gars-là ne sont pas de simples policiers. Ils forment une équipe d'élite de chasseurs de monstres. Ils devraient donc tous être préparés à faire face à des menaces étranges, y compris celles qui ne restent pas mortes. Et après avoir découvert que les Brooders se promenaient sans cerveau, ils auraient dû s'attendre à ce que ces créatures finissent par se relever. Maintenant, l'explication la plus logique pour expliquer comment ils peuvent encore fonctionner sans cerveau serait qu'ils fonctionnent comme une sorte d'esprit collectif, avec la cigogne ou la météorite agissant comme une intelligence centralisée unique. Et si tel est le cas, les balles ne suffiront pas. Donc, si vous voulez les empêcher de se relever, vous devez soit les démembrer façon Dead Space, soit brûler chaque corps avant de passer à un autre. Comme dans Evil Within. Où sont les fans d'Evil Within? Je sais que vous êtes là. Mais en ce qui concerne la cigogne elle-même, cette chose est en gros comme un boss au fond d'un donjon. Elle mesure environ 2,70 m avec de longs bras, un cou puissant et un bec affûté comme un rasoir, fait pour aspirer les cerveaux comme un granité. Et bien que ce monstre ne soit pas à l'épreuve des balles, il est très résistant. Vous aurez donc besoin de tirs soutenus pour le neutraliser. Leur approche consistant à la rosée de balles semblait fonctionner pendant un certain temps. Mais s'ils avaient voulu être un peu plus tactiques, je leur aurais suggéré de se disperser pour éviter de perdre tout le groupe en une seule charge. Au lieu de vider tous leurs chargeurs sur sa poitrine, ils auraient dû concentrer leurs tirs sur ses genoux pour le paralyser, puis viser la tête pour l'abattre plus rapidement. Et après cette mission, Segura devra apprendre à rester derrière ses boucliers de viande s'il veut atteindre l'âge de la retraite. Mais honnêtement, je demanderai au chef à être réaffecté dès mon retour à la base. C'est alors que la bande revient au documentaire où l'animateur explique qu'une famille aisée a acheté un grand domaine dans les années 50. Après la mort des parents, la propriété a été léguée à leur fils aîné. Mais quand celui-ci est resté dans la maison pendant le processus de vente, il a vécu des événements bizarres. Afin de prouver qu'il n'était pas fou, il a installé 2 caméras pour filmer. Mais avant que nous puissions voir ce qu'il y a sur ces bandes, le film passe à l'histoire suivante. Et nous découvrons 2 paparazzis de Bollywood qui sont sur le point de découvrir ce qui arrive quand on harcèle la mauvaise célébrité. Et boum! L'histoire passe à une équipe de photographes nommés Arnab et Sonu qui passent leur journée dans les rues de Mumbai à essayer de capturer des images des stars de cinéma célèbres qui s'y trouvent. Après avoir failli se faire renverser pour une photo, Arnab reçoit un appel de son patron qui lui dit qu'ils doivent se rendre au studio pour filmer une superstar émergente nommée Tara. Ils rencontrent leur contact JP qui est censé les faire entrer dans la caravane de la jeune femme. Mais avant de se mettre au travail, Sonu demande s'ils peuvent assister à une des prises en direct. Bon, je dirais pourquoi pas, puisque vous êtes dans le coin, non? La star de cinéma se lance dans une scène de danse classique de Bollywood parfaite. Mais celle-ci est tout à coup interrompue quand le réalisateur décide qu'il n'aime pas ce qu'ils ont tourné. Le manager de Tara crie qu'elle a besoin d'une pause après ce coup-là. Et Arnab et Sonu décident de se précipiter vers sa caravane avant qu'elle ne revienne. Le premier dit à son partenaire de se cacher derrière la caravane et de filmer tout ce qu'il verra. Et Arnab se faufile à l'intérieur pour se cacher dans la salle de bain. Au même moment, Tara et son manager font irruption. Et il crie à la jeune fille de se rappeler qu'elle peut toujours être remplacée. Ça fait mal. Alors qu'il observe à travers la porte, Arnab met accidentellement la main dans une substance mystérieuse et gluante. Et quand il se retourne pour voir d'où elle provient, il est horrifié de découvrir le visage d'une femme dans un bol. Juste ciel. Là, il panique clairement, et il sort en trompe de la salle de bain en s'excusant de l'intrusion. Enfin bref, au moment où il s'apprête à partir, il décide de lui demander si elle a besoin d'aide. Mais c'est là qu'il commet sa plus grosse erreur. Vous voyez, il prend sa défense et il lui dit que tout irait très bien sans son manager. Parce que c'est elle la star et les gens paient pour la voir elle.
Prenant ses paroles à cœur, un sourire effrayant traverse son visage alors qu'elle se lève de sa chaise. Et tout à coup, la femme commence à retirer des morceaux de son masque, révélant qu'elle est en fait une sorte de boîte de conserve humanoïde. Terrifié bien comme il faut, Arnab se précipite hors de la caravane, poursuivi par le robot défectueux. Je veux dire, même le manager tente d'intervenir, mais elle lui crache de l'acide de batterie au visage, lui brûlant la peau avant de se retourner et de poursuivre les autres. Ok, je vais être la première à le dire. Ça sent vraiment pas bon. Mais d'un autre côté, on dirait que nos gars vont pouvoir filmer des images assez dingues. Maintenant, personne n'aurait pu imaginer que Tara allait se transformer en Terminator, pas vrai? Mais il y avait en fait quelques signes avant-coureurs pour ceux qui ont été attentifs. Vous voyez, on ne devient pas une star du jour au lendemain. Et que ce soit à Bollywood ou à Hollywood, pour devenir célèbre, il faut des années d'entraînement, des petits rôles, du réseautage. Donc, le fait que les deux paparazzis les plus assidus de Mumbai n'aient jamais entendu parler d'elle avant qu'elle ne devienne une star, c'est comme si une météorite géante s'écrasait sur la Terre sans que la NASA ne la détecte. Et ça aurait dû être le premier signe qu'il se passait quelque chose de louche. Au moment où Arnab a découvert son visage dans un bol de gelée, il aurait dû soit rester complètement silencieux et attendre qu'elle parte, soit se faufiler discrètement par la fenêtre de la salle de bain et aller directement voir la police. À vrai dire, il ne s'en est pas rendu compte sur le moment, mais quand il a dit à Tara qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, il l'a accidentellement conscientisée. Avant même d'envisager de construire un robot célèbre autonome, ils auraient dû mettre en place des dispositifs de sécurité pour éviter que ça ne se produise. Je veux dire, ils auraient dû prévoir des limitations codées en dur pour l'empêcher de poser trop de questions existentielles, comme par exemple un arrêt à distance qui pourrait être activé par un mot de passe ou un signal spécial, et un interrupteur analogique qui pourrait être actionné manuellement au cas où les autres mesures numériques ne fonctionneraient pas. Je suis en mode gros cerveau là, réfléchissez-y aussi les amis. C'est à ce moment-là et seulement là qu'il aurait été suffisamment sûr de présenter cette chose à un public. Tara est peut-être terrifiante, mais elle n'a pas été conçue pour le combat. Ce qu'ils doivent faire maintenant, c'est laisser le public attirer son attention et utiliser les gens comme bouclier de viande pendant qu'eux se mettront à bonne distance de sécurité. Et s'ils n'arrivent pas à s'échapper assez rapidement, ils devraient essayer de l'aveugler ou de la désorienter en saturant ses capteurs optiques avec les flashs de leurs appareils photo, des projecteurs de studio ou même la mousse des extincteurs. Comme elle n'a pas d'organes vitaux, les coups portés au corps ne fonctionneront pas ici. Au lieu de ça, il devrait soit viser la tête pour détruire son cerveau, soit utiliser des objets contondants pour lui briser les jambes et limiter sa mobilité. Ouais, j'ai vu tous les films Terminator, ok, c'est pas nouveau pour moi. Et s'ils réagissent rapidement, ils devraient même pouvoir atteindre leur scooter et se tirer de là avant qu'elle ne leur fasse fondre le visage. Les spectateurs se précipitent pour se mettre à l'abri à l'intérieur du studio, mais ils se retrouvent piégés lorsque le robot tueur les suit à l'intérieur. Il saisit une prise sur une des machines, se charge d'électricité et commence à envoyer des éclairs rouges dans toute la pièce, tuant tout le monde sauf Arnab et Sonu qui ont réussi à survivre à l'attaque. Bon, ok, coup de bol. Dès qu'il se retrouve, le robot s'attaque à Sonu en premier, le plaquant au sol et lui enfonçant ses pouces dans les yeux. Horrifié, Arnab se démène pour trouver un moyen de s'échapper du plateau. Mais Tara le coince sur la scène et lui arrache les deux bras avant d'utiliser ses griffes pour lui arracher le visage. Après avoir enfilé son visage comme un masque, le robot sort à l'extérieur où l'attend une foule de paparazzi. Et alors qu'il réalise lentement que quelque chose ne va pas avec son visage, elle fait appel à un drone et commence à s'en prendre à la foule. Troisième partie du documentaire. Tandis que les images reviennent au documentaire, le présentateur explique à présent que l'image classique de l'extraterrestre moderne provient d'un livre célèbre intitulé Communion. À mesure que le livre gagnait en popularité, les récits de personnes prétendant avoir rencontré des extraterrestres se multipliaient, et certains ont commencé à craindre que ces extraterrestres ne soient pas si amicaux que ça. La vidéo suivante montre des images prises à l'arrière d'un petit avion où un homme nommé Zach et ses amis s'apprêtent à faire du parachutisme pour fêter ses 30 ans. Ils ne sont qu'à environ 3 minutes de la zone de saut quand le pilote aperçoit quelque chose sur leur droite. Ils regardent par les fenêtres et sont stupéfaits de voir un énorme ovni planer au loin. Le vaisseau spatial disparaît dans les airs et l'action s'intensifie quand 3 avions de chasse s'approchent dangereusement de leur petit avion. Mais à ce moment-là, quelque chose atterrit sur le toit de l'avion alors que les passagers se préparaient à sauter. Zach jette un coup d'œil par la fenêtre et voit une énorme main à 3 doigts apparaître de l'autre côté de la vitre. Dans le chaos ambiant, le pilote finit par percuter l'ovni. Oh bordel! Tout le monde est précipité vers une mort certaine lorsque l'avion se disloque en plein vol. Sans blague, ça s'est vraiment produit. En pleine crise de panique, Zach regarde les autres tomber vers le sol. Mais quand il se retourne, il voit un extraterrestre géant attraper un de ses copains alors qu'ils tombent tous les deux. Mais lui parvient finalement à ouvrir son parachute juste à temps. Bon, tout bien considéré, il a à peine eu le temps de réagir pour freiner sa chute avant de s'écraser au milieu d'un verger en bord de mer. Mais heureusement, il a réussi à survivre à la chute parce que c'est notre pote.
Des morceaux d'avion commencent même à pleuvoir autour de lui, et Zach parvient de justesse à éviter d'être écrasé. Quand il se relève, il est horrifié à juste titre de voir que Logan a été décapité par le parachute, et il commence immédiatement à paniquer et à hurler à l'aide. Ok, Zach a beaucoup de chance d'être encore en vie, mais ça ne durera pas s'il ne fait pas attention. En fait, dès qu'ils ont aperçu cet énorme vaisseau mère au loin, le pilote aurait dû immédiatement annuler le saut et faire demi-tour vers la piste d'atterrissage avant que la situation ne devienne encore plus dangereuse. Et quand il a perdu de la puissance et que l'avion a décroché, là il aurait dû ouvrir les portes et laisser sortir les parachutistes tant qu'il était encore possible de sauter en toute sécurité. Tomber d'un avion attaché à un instructeur inconscient est certes flippant, mais c'est pas automatiquement une condamnation à mort. Presque tous les équipements de tandem modernes sont pourvus d'un dispositif d'activation automatique qui déclenche le parachute de secours une fois qu'on dépasse une altitude prédéfinie. Autrement, l'élève peut toujours atteindre la hanche droite de l'instructeur et tirer lui-même sur le parachute. Certes, Zach a eu la chance de survivre à la chute. C'est bien, mais ça ne signifie pas pour autant qu'il est tiré d'affaire. Il doit toujours faire face à des extraterrestres. Et bien que nous ne sachions pas encore grand-chose à leur sujet, nous avons pu constater de nos propres yeux qu'ils sont imposants, rapides et clairement hostiles. Voici donc ce qu'il doit faire. Tout d'abord, il doit rester silencieux et arrêter d'appeler à l'aide. Les bruits sont dangereux, mais ils sont aussi son plus grand atout, parce qu'ils lui permettent de savoir d'où viennent les extraterrestres. Pour le moment, il devrait donc laisser les autres survivants attirer leur attention, écouter les bruits qui indiquent un danger et ainsi partir dans la direction opposée. Il a peut-être aussi remarqué que ces créatures effraient les oiseaux, donc s'il observe la faune, il saura si un extraterrestre est à proximité. La clé ici est d'utiliser les arbres comme couverture et de courir en zigzagant pour éviter que ses mouvements ne soient trop évidents. Il devrait également essayer de masquer son odeur et sa signature thermique en se couvrant de terre, parce qu'on ne sait pas quel sens ces créatures utilisent pour chasser. Enfin, il devrait se munir d'une branche ou d'un morceau de métal pointu au cas où ils auraient à se défendre, et trouver un accès à une route ou à un bâtiment où il pourrait se cacher jusqu'à ce que l'armée vienne les éliminer. À ce stade, Zach fait tout ce qu'il peut pour appeler d'autres survivants au secours, et par chance, il tombe sur son ami Britt. Ils se précipitent tous les deux vers le bruit d'un cri et trouvent le pilote en train de mourir lentement de ses blessures. Zach entend alors sa femme Jess appeler à l'aide, et alors qu'il court vers le bruit de sa voix, un des extraterrestres apparaît et emporte le corps du pilote. Tout ça les terrorise au plus haut point, et ils courent pour sauver leur peau alors que les extraterrestres commencent à les pourchasser. Mais ils n'ont pas le temps de s'éloigner beaucoup avant que l'un d'eux n'attrape Britt et ne disparaisse dans les arbres. Mais non, on venait juste de la rencontrer. Zach et son ami Noah se précipitent pour la sauver, mais lorsqu'ils la rattrapent, ils trouvent l'extraterrestre debout au-dessus de son corps fumant et sont obligés de s'enfuir parce qu'ils se retournent pour les poursuivre. Zach trébuche et tombe à plat ventre, et il se retourne juste à temps pour voir l'extraterrestre sur le point de le bouffer tout cru. Mais à la dernière seconde, il saute par-dessus Zach et s'en prend à Noah à la place. Il le maintient au sol et lui fait fondre le visage avec un rayon d'énergie. Oh, dégueu. Puis, il se relève et fait sortir 2 pointes métalliques géantes de ses poignets. Ah ouais. Et il les enfonce directement dans la poitrine de Noah et électrocute son corps. Mais quoi? Non. Zach ne peut rien faire d'autre que continuer. Alors il se met à courir à travers les arbres jusqu'à ce qu'il soit à bout de souffle. Tout espoir n'est pas perdu pour Zach parce qu'il trouve le bandana de sa femme sous un arbre et la trouve agenouillée au milieu du sentier non loin de là. Oh, cool! Mais quand il va voir comment elle va, il est choqué de découvrir qu'elle est déjà morte en fait. Zach est maintenant furieux et se met à crier sur les extraterrestres dans un accès de rage aveugle. Ce qui, logique, vous savez déjà. Et quand il est prêt à abandonner, il entend un moteur provenant de quelque part au-delà des arbres. Il se précipite vers le bruit et est soulagé de trouver un fermier. Il grimpe sur le siège passager, mais l'homme sort un revolver et lui dit de foutre le camp. La seule chose que Zach veut faire, c'est essayer d'expliquer au mieux ce qui se passe. Quand tout à coup, un des extraterrestres attrape le fermier par derrière, qui tire accidentellement un coup de feu en arrachant la moitié de la main de Zach au passage. Le fermier est dévoré sous les yeux de Zach, et un deuxième extraterrestre monte dans la cabine et tire sur Zach avec son rayon d'énergie. Mais je sais pas comment, il parvient à survivre à l'attaque. Quand sa vision s'éclaircit, il est soulagé de voir que les extraterrestres sont partis. Mais au moment où il essaie de repartir, le camion reste bloqué. Il commence à sentir une force bizarre qui le tire vers le haut, et le camion entier est soulevé du sol et hissé dans les airs par le rayon tracteur du vaisseau. Je pense que ce serait effrayant pour certains, mais il y a des gens qui ont attendu toute leur vie d'être enlevés comme ça, alors profites-en tant que tu peux, Zach. Quand Zach s'arrête enfin, il se retrouve au milieu d'une sorte de pièce plongée dans le noir le plus complet, et une lumière aveuglante apparaît dans l'obscurité et le frappe avec un nouveau jet de rayonnement. Au revoir, Zach. Ok, c'était sûrement officiellement le pire anniversaire de sa vie, et il a dû assister au massacre de tous ses proches par un groupe d'hommes mentes bizarres.
Je sais pas ce qui lui est arrivé à la fin, mais je suis presque sûre qu'ils ne lui ont pas apporté de gâteau d'anniversaire. Maintenant, Zach ne s'est vraiment pas rendu service en courant vers les autres survivants et en faisant le plus de bruit possible. Mais il y avait peut-être une chance pour lui de faire quelque chose à ce moment-là. Mais avant ça, nous devons parler de sa décision de lancer une orange à la tête de la créature. MDR. Cependant, c'était en fait pas aussi stupide que ça puisse paraître. N'oubliez pas que nous ne connaissons pas la constitution biologique de ces extraterrestres, ce qui signifie que nous ne savons pas quel type de système immunitaire ils ont, ni quels éléments terrestres courants pourraient les éliminer de manière inattendue. C'est comme dans la guerre des mondes, où les extraterrestres finissent par être tués par des bactéries terrestres ordinaires parce qu'ils ont évolué sur une planète complètement différente. Donc, d'après ce que nous savons, les extraterrestres pourraient être mortellement allergiques à l'acide citrique, au sucre, au Mountain Dew ou même aux microbes présents à la surface de l'orange. Ce qui signifie que rien n'est à exclure tant que vous n'avez pas encore essayé. Lors d'une des attaques, nous avons vu l'extraterrestre produire une sorte de décharge bioélectrique à partir de 2 pointes métalliques qui sortaient de ses poignets. Et c'est là que le système d'irrigation aurait pu entrer en jeu. Si vous regardez de près, vous remarquerez ces lignes d'irrigation partout dans l'orangeraie. Et d'après les fruits mûrs et les nouvelles fleurs que nous voyons, il y a de fortes chances que de l'eau sous pression circule dans les conduites en ce moment même. Donc, si Zach arrachait un de ses tuyaux et laissait l'eau se déverser sur l'extraterrestre au moment où celui-ci commencerait à électrocuter son corps, il pourrait accidentellement se zapper lui-même et finir par mourir. Ou du moins être suffisamment blessé pour qu'on puisse l'achever. Bon, d'accord, c'est peu probable. Mais c'est certainement mieux que de se faire enlever, donc ça aurait mérité d'être tenté. Très bien, nous revenons à présent au documentaire où l'animateur explique qu'il n'est pas qualifié pour dire si les images de la maison Farrington sont réelles ou non. Au lieu de se prononcer, il s'en remet aux artistes des effets visuels pour analyser la bande. Il fait donc appel à Sam et Nico de la chaîne YouTube Corridor Digital. On aimerait bien voir ça. Alors qu'ils expliquent ce qu'ils pensent des images, la bande passe tout à coup à une publicité pour un service de garde de chiens appelé Doggy Dream House. Et on y rencontre justement la vilaine de notre prochaine histoire d'horreur, avec ceux qu'elle appelle affectueusement ses fur babies. On y va? Allez! La cassette suivante nous emmène au siège d'un groupe de défense des droits des animaux où le leader Miles explique leur prochaine mission. Ils veulent s'en prendre à une femme nommée Becky qui dirige une garderie pour chiens locale parce qu'ils ont découvert qu'elle conserve les corps mal taxidermisés de ses anciens animaux de compagnie. Ceci est interdit. Et le plan consiste à envoyer Stuart et Angela se faire passer pour un couple cherchant à faire garder leur chien, tout en recueillant secrètement autant d'images compromettantes que possible. Ils n'ont absolument aucune idée à quel point cette femme est cinglée. Je veux dire, dès qu'ils arrivent chez elle, Becky commence immédiatement à essayer de sortir leur chien de sa caisse, ce qui oblige Angela à la distraire pour qu'elle ne remarque pas la caméra cachée. Bon, jusque-là, tout commence normalement. Et voilà qu'Angela demande si quelqu'un d'autre vit ici. Et la femme dit qu'il n'y a qu'elle et ses chiens. Big Stuart décide de poser des questions sur les chiots empaillés au-dessus de la cheminée. Et il remarque rapidement que celui qui s'appelle Gary a disparu. La femme explique qu'il est mort en affrontant un intrus. Au lieu de l'enterrer, elle a estimé qu'il méritait quelque chose d'un peu plus exceptionnel, étant donné qu'il faisait partie de la famille. Big Stu ne peut plus retenir ses sentiments, et il dit à la femme en face qu'il est dégoûté par ce qu'elle fait. Becky ne partage pas son avis, et même si elle laisse couler, elle semble devenir très méfiante. Mais au lieu de les interpeller, elle reprend simplement la visite. Alors qu'il marche dans le couloir, Stuart sursaute quand un homme corpulent lui aboie dessus depuis derrière un rideau. Déconcerté, il rappelle à Becky qu'elle a dit vivre seule. Mais elle explique qu'il s'agit simplement de son frère Beau, et elle balaie leurs objections d'un revers de la main avant de les conduire au sous-sol. Comme vous pouvez probablement le deviner, plus ils avancent, plus l'atmosphère devient étrange, voire carrément effrayante, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une pièce séparée par un rideau que Becky appelle le coin de la punition. Elle tire alors le rideau et montre un homme enfermé dans une cage, et elle explique qu'elle les avait repérés depuis le début. Big Stu se retourne pour s'enfuir, mais il n'a pas le temps de faire un pas que Beau l'assomme avec un chiffon. Et il les attrape tous les deux et les traîne pour les utiliser dans une des étranges expériences de Becky. Ok, bon, tant pis pour cette mission d'espionnage, pas vrai? Mais la vérité, c'est que leur plan était voué à l'échec dès le départ. En fait, ils ont commis une énorme erreur en plaçant la caméra cachée dans la cage pour chiens. Ça pouvait sembler être une bonne idée sur le papier, mais ça ne tenait absolument pas compte de la personne à qui ils avaient affaire. Cette dame est obsédée par les chiens, donc naturellement, la première chose qu'elle a faite, c'est de se baisser pour regarder de plus près. Et c'est la raison pour laquelle la caméra a failli être repérée dès qu'ils ont franchi la porte. S'ils avaient été malins, ils auraient utilisé une caméra bouton, une caméra intégrée à des lunettes ou même un chapeau avec une caméra cachée à l'intérieur. Et au lieu de les envoyer seuls, ils auraient dû prévoir une équipe de secours à proximité avec une retransmission vidéo ou audio en direct. De cette façon, ils auraient été prêts à intervenir au premier signe de problème.
Ils auraient également dû fixer une limite de temps stricte avant d'entrer et convenir d'un mode sécurité qu'ils pourraient utiliser pour signaler que les choses tournaient mal. Il est vrai que l'interaction semblait normale au départ, mais certains signaux d'alerte sont apparus au fil de la conversation. Par exemple, Becky a expressément dit que personne d'autre ne vivait là. Et pourtant, tout à coup, son grand frère se retrouve assis dans la cuisine. Je veux dire, c'est pas une petite erreur, c'est un mensonge délibéré. À ce moment-là, j'aurais trouvé une excuse pour me tirer de là. Au lieu de ça, ces idiots l'ont simplement suivi dans le sous-sol de non-retour. Et dès qu'elle a commencé son monologue, et qu'elle a révélé la présence d'un homme dans une cage, il fallait tout de suite se préparer à se battre. Avec Beau qui se rapprochait de lui, la meilleure chose à faire pour Big Stu aurait été d'esquiver rapidement vers la gauche et de se mettre à couvert entre les rangées d'étagères encombrées. De là, lui et Angela auraient pu prendre les instruments chirurgicaux ou les produits chimiques et les utiliser comme armes pour se frayer un chemin vers la sortie. Mais il semblerait maintenant qu'ils soient tous les deux sur le point d'être mis au coin. Comme Stuart et Angela ne reviennent pas, Miles commence à laisser des messages à la garderie pour chiens menaçant d'appeler les autorités. Mais le temps qu'ils se décident enfin à agir, il est déjà trop tard. Becky explique que Beau a déterré 2 de leurs anciens chiens dans le jardin et qu'elle va maintenant utiliser des morceaux de leur corps pour transformer les 2 activistes. Elle quoi? Elle les garde tous les 2 enfermés dans des cages au sous-sol. Et quand Big Stu commence à avoir un comportement agressif, elle l'assomme avec une dose de sédatif pour le punir d'être un méchant chien. En ce qui concerne Angela, Becky lui a déjà retiré la mâchoire inférieure et l'a remplacée avec des parties de chien. Et elle reçoit une friandise pour s'être montrée coopérative. Avec l'aide de Beau, la femme sort Stuart de sa cage et lui greffe chirurgicalement une patte de chien sur la main. Mais ce n'est que le début de ce qu'elle prévoit de faire à ce pauvre gars. À l'extérieur, Miles et les autres militants décident enfin de prendre les choses en main. Pour une fois. Au lieu d'appeler la police, ils se pointent seuls chez la femme et enfoncent sa porte. Mais ils ne se doutent pas qu'elle les attend déjà. En fait, ils entendent Angela appeler à l'aide et nerveux, ils descendent les escaliers. Dans le sous-sol, ils sont choqués de se retrouver face à Beau en train de les filmer avec une caméra. Et c'est à ce moment-là que Becky sort de l'ombre. Elle tire le rideau et appelle 2 de ses fur babies pour s'occuper des intrus. Et tout à coup, l'enfer se déchaîne. Les créatures se précipitent à travers la pièce et commencent à les déchiqueter brutalement. Je veux dire, en quelques secondes, les 4 gars gisent morts sur le sol. Et Becky récompense ces animaux pour leur excellent travail. Quelque temps plus tard, Gary est occupé à jouer avec ses jouets quand un voleur de colis fait son apparition, cherchant à subtiliser quelques paquets. Mais avant qu'il ne comprenne ce qui lui arrive, la bête se jette à travers la chatière et commence à lui déchiqueter la peau. Il semblerait donc que la Doggy Dream House de Becky soit toujours en activité. Ok, je pense que la seule chose pire que leur mission d'espionnage était leur plan de sauvetage. Ces idiots viennent de se faire exterminer par des sortes de chiens humains bizarres. Mais c'était un combat qu'ils auraient vraiment dû pouvoir gagner. Bon, leur décision de ne pas appeler les flics était une énorme erreur. En effet, ils auraient dû immédiatement appeler les forces de l'ordre et les laisser inspecter la maison en premier. Parce que ce sont eux qui ont la formation et l'équipement nécessaires pour gérer une prise d'otage. Et si la police inspectait la maison et qu'elle réussissait quand même à dissimuler la vérité, alors nous pourrions passer en mode justicier. Mais il vaut mieux au moins essayer de faire les choses correctement dès le début. La deuxième erreur a été d'amener 4 personnes avec une seule batte de baseball. Il faut au moins une arme par personne. Et je parle de plusieurs battes, d'un pied de biche pour enfoncer les portes, de lampes torches tactiques et même de spray au poivre pour les attaques à distance. Sans oublier des masques, des lunettes de protection, des gants de travail, des vestes épaisses et une sorte d'armure de fortune. Après être entrés dans le sous-sol, la première chose qu'ils ont remarqué, c'est Beau debout dans un coin avec une caméra. Et là, je dois dire, c'était un signe évident que vous marchiez dans un piège, les gars. Ils auraient donc dû rester immobiles et se préparer à combattre ou à fuir dans les escaliers. Maintenant, venons-en aux animaux de compagnie de Becky. Ouais, ils sont peut-être terrifiants, mais ce ne sont toujours que des humains. Donc, tant qu'on garde ça à l'esprit, on a beaucoup plus de chances de survivre à ce combat. Même si ce ne sont pas des boxeurs entraînés, les activistes étaient 2 fois plus nombreux qu'eux. La clé aurait donc été de se séparer en 2 groupes, forçant les créatures à diviser leur attention. Il fallait garder ses distances, esquiver la première attaque, puis se ruer sur eux pendant qu'ils récupéraient pour les neutraliser, en renversant des étagères ou en utilisant tout ce qu'ils pouvaient trouver comme arme improvisée. Après avoir vaincu l'un d'entre eux, les 4 auraient facilement pu s'occuper du dernier. Mais comme ils ont paniqué dès le début du combat, ils n'ont eu aucune chance. Allez, on revient au documentaire. L'animateur explique que le concept d'envahisseur extraterrestre a d'abord gagné en popularité grâce à la pièce radiophonique La Guerre des Mondes, diffusée en 1938 par Orson Welles, le pionnier du genre.
Mec, c'était vraiment un truc de dingue à l'époque. Bien qu'il s'agisse d'une fiction, l'émission semblait si réelle que beaucoup de gens n'ont pas su faire la différence. Et ça a vraiment fait flipper les gens. Aujourd'hui encore, ça influence notre peur et notre perception des extraterrestres. Du vrai 5 étoiles. Rien à redire, c'était du lourd. Bref, pour la dernière cassette de cette aventure, on passe à une jeune femme nommée Hailey, quelque part au fin fond du désert de Mojave. Elle se dépêche de raconter que la région est connue pour ses observations d'ovnis et mentionne des rapports faisant état de lumière vive apparaissant dans le ciel. Plus tard dans la journée, elle se rend en ville et rencontre quelques habitants qui affirment tous avoir vu les lumières mystérieuses autour de la ville. L'un d'eux dit même qu'ils ont atterri près de chez lui, et il affirme avoir vu d'étranges empreintes tout autour. Mais son histoire semble pour le moins douteuse. Plus tard, elle finit par interviewer une petite fille qui raconte que les extraterrestres ont essayé de lui prendre son hamster, mais qu'ils l'ont laissé tranquille quand elle leur a dit stop. Au total, elle recueille plus de 20 témoignages oculaires et utilise leurs récits pour repérer quelques sites de camping qu'elle voudrait aller explorer. Quelques heures plus tard, elle s'assoit devant la caméra et explique les nombreuses complications liées au voyage interstellaire. Comme le temps s'écoule plus lentement quand on voyage à la vitesse de la lumière, un voyage de 2 semaines à travers les étoiles équivaudrait à 4 ans sur Terre. Et le problème ne fait qu'empirer à mesure que l'on s'éloigne. Complètement perdue dans ses pensées, elle plisse les yeux et remarque alors une des lumières qui s'éteint au loin. Mais elle ne sait pas si elle a réussi à la filmer. Elle rembobine la cassette et réalise honteusement qu'elle a enregistré par-dessus les images de l'anniversaire de sa fille. Visiblement contrariée, elle finit par avoir une autre chance de filmer quand les lumières réapparaissent un peu plus tard, et que l'une d'elles se détache tout à coup du groupe et commence à se rapprocher du sol. Elle saute donc dans sa voiture et tente de la localiser. Elle la suit jusqu'à une clairière et remarque une petite lumière qui brille dans l'obscurité. En s'approchant, elle se rend compte que c'est la lumière de sa caméra qui se reflète sur un grand objet noir. À sa grande surprise, une trappe s'ouvre à la surface de l'objet. Et après réflexion, elle décide d'aller jeter un œil à l'intérieur. Ok, laissez-moi juste l'arrêter là. Hailey est peut-être douée pour retrouver des témoins, mais son approche ici montre qu'elle est complètement dépassée par les événements. Tout d'abord, nous ne savons absolument rien sur la composition de cet objet, ni sur les effets qu'il pourrait avoir. D'après ce qu'elle sait, cette chose pourrait être tellement radioactive que ça la tuerait si elle s'en approchait de trop près. Elle pourrait finir par s'exposer à des microbes extraterrestres, ou pire encore, introduire des bactéries terrestres dans leur vaisseau et infecter toute la galaxie. Et si le vaisseau la considérait comme une menace ? Elle pourrait déclencher les défenses automatiques et se faire carboniser dès qu'elle franchirait le seuil. Maintenant, croyez-le ou non, il existe en fait des directives sur la conduite à tenir si vous rencontrez un jour un ovni ou tout autre objet de technologie extraterrestre. Par exemple, l'Institut SETI recommande de ne jamais toucher un objet, ni de tenter de s'en approcher, et encore moins d'y entrer. Au lieu de ça, sécurisez la zone, observez à distance, appelez les autorités compétentes et laissez-les examiner la situation de plus près. Si Hailey était intelligente, elle capturerait ce qu'elle peut depuis l'extérieur du vaisseau, marquerait le site d'atterrissage sur sa carte, puis se tirerait de là avant que l'extraterrestre ne revienne. Mais au lieu de ça, elle est sur le point de commettre la dernière erreur de sa vie. En regardant autour d'elle, Hailey se rend compte que le vaisseau est en fait de matière organique et qu'il y a de longues cordelettes partout à l'intérieur qui doivent servir à quelque chose. Elle tend la main et tire sur l'une d'elles, juste pour voir ce qui se passerait. Mais celle-ci émet un bruit étrange et lui laisse une profonde entaille au doigt par le simple fait de l'avoir touchée. À ce moment-là, une multitude de particules lumineuses étranges émergent du plafond. Et Hailey est absolument stupéfaite lorsqu'elle commence à guérir sa blessure. C'est la découverte d'une vie. Mais voilà que l'extraterrestre revient tout à coup, ce qui l'oblige à trouver un endroit où se cacher. Depuis sa cachette, elle observe la créature qui tend la main et tire sur quelques cordes avant de se glisser dans une capsule lumineuse près de l'entrée. La voie semble libre. Elle se lève et c'est à nouveau une des cordes. Mais alors que les nanorobots viennent soigner la coupure, elle se rend compte qu'ils la réparent en fait avec l'ADN d'une autre espèce. Elle remarque que l'extraterrestre possède différents animaux de la Terre, tous conservés dans une sorte de gel protecteur. Mais alors qu'elle se dirige vers la porte, elle découvre avec horreur que l'extraterrestre est déjà parti. À ce moment-là, elle commence à paniquer. Elle ne peut rien faire alors que le vaisseau entame une séquence de compte à rebours. Et tout à coup, elle se retrouve clouée au sol alors que l'objet retourne dans l'espace. Le corps de Hailey n'est pas fait pour survivre à ce genre de voyage spatial et elle finit par mourir sous la force du décollage. Mais un instant plus tard, les nanorobots descendent et la ramènent à la vie. Elle attrape la caméra et regarde par le hublot, voyant la Terre flotter au loin. Et elle aperçoit les autres ovnis qui font également un bond à la vitesse de la lumière.
Ne sachant pas ce qui va se passer, elle ne peut que regarder son propre vaisseau faire le même bond, projetant son corps contre la paroi si violemment qu'elle explose littéralement en 1000 morceaux. Mais bien sûr, les nanorobots descendent en essaim et la reconstituent cellule par cellule. Sauf qu'à chaque fois qu'il répète le processus, son corps devient de plus en plus défiguré, la laissant prisonnière d'un cycle sans fin de douleur, tandis que le vaisseau continue de voyager. Et les étoiles mettent fin à notre dernière bande. Ok, très bien. Bon je crois que Hayley a enfin trouvé la preuve qu'elle cherchait. C'est juste dommage qu'elle ne puisse jamais la partager avec qui que ce soit sur Terre. Mais la vérité, c'est qu'elle ne se serait jamais retrouvée dans cette situation si sa curiosité n'avait pas pris le dessus. Alors désolée Hayley, mais on dirait que tu as merdé. Je veux dire sérieusement, tu t'attendais vraiment à ce que je me sente désolée pour toi? Parce que c'est sacrément difficile après t'avoir vu prendre une décision idiote après l'autre. Si j'avais vu un truc pareil, j'aurais pris la direction opposée. Mais je suppose que la différence entre nous deux, c'est que moi je veux survivre alors que toi, t'étais obsédée par l'idée de prouver que les extraterrestres existent. Et pourquoi au final? Personne ne croit jamais à ces vidéos de toute façon. Donc tu as simplement risqué ta vie pour que les gens sur internet te disent ensuite que c'est un fake. Il faut être particulièrement stupide pour regarder une porte apparaître de nulle part et se dire « Tu sais quoi? On dirait une invitation. » Ouais, c'est un peu ça. Une invitation à tes funérailles. Oh, je sais. Touchons à tout ce qui nous tombe sous la main alors que nous n'avons aucune idée de ce que ce bordel peut faire. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Eh bien, on dirait que tu as merdé et que tu t'en es rendu compte. Mais le pire, c'est que tu as oublié que ces extraterrestres étaient amicaux. Je veux dire, ils ont rendu son hamster à cette petite fille. Alors tu aurais pu probablement simplement réveiller E.T. et lui demander gentiment de te laisser sortir. Mais apparemment, on dirait que tu vas passer les prochaines années-lumière à être réduite en miettes et reconstituée. Et quand ce genre de choses arrive, je pense qu'on peut dire sans se tromper que tu as vraiment merdé. On revient à la dernière partie du documentaire. L'animateur explique que le fils de la famille a complètement disparu après la vente de la maison et que personne ne savait ce qui s'était passé jusqu'à ce que les cassettes apparaissent dans une vente aux enchères des années plus tard. À présent, c'est enfin le moment pour eux de regarder les images et ils restent tous sans voix devant ce qu'ils voient. Sur les cassettes, on voit un homme allongé dans un lit avec une lumière orange vif qui commence à briller à travers les fenêtres. Une grande silhouette pâle entre dans le cadre, se penche et commence à retirer ce qui ressemble à une chaîne d'œufs du corps de l'homme, avant d'ouvrir sa bouche et d'enfoncer la caméra directement dans sa gorge. Au final, il n'y a aucun moyen de prouver si ces images sont bien réelles ou non. Mais il y a une leçon que nous pouvons tous tirer de cette histoire. Parfois, il vaut mieux laisser E.T. et ses amis tranquilles. VHS Beyond. Vous savez, je comprends pourquoi les gens disent que c'est le meilleur volet de la série VHS à ce jour. En fait, il y avait absolument tout. Mais vous devez me dire dans les commentaires si vous auriez fait quelque chose différemment. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Je m'appelle Sophie et je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!